Donc il vous revient, Madame Alexandra Louis, de conclure, puisque vous êtes à la tête de la délégation interministérielle des victimes, pour nous dire aussi peut-être qu'est-ce que vous faites. Merci. Mesdames, Messieurs, vous également, jeune public qui êtes venu nous rejoindre aujourd'hui. À l'heure de conclure cette conférence, je voudrais tout d'abord remercier nos intervenants pour avoir partagé avec nous leur vécu, leurs convictions, leur engagement et de l'avoir fait avec beaucoup de force et parfois aussi beaucoup d'émotion. Et je crois qu'il est important de rappeler que ce n'est jamais une tâche facile pour personne. Grâce à vous, cette conférence lève le voile sur un sujet brûlant, un sujet trop peu abordé dans une société de communication où on est en permanence confronté à un déferlement d'images. Et pourtant, il s'agit d'un véritable enjeu de société qui nous amène finalement à nous interroger. On s'est beaucoup posé ces questions ce matin. Les images des victimes nous appartiennent-elles? Peut-on tout montrer? Quel impact ces images peuvent avoir sur leur vie, leur famille, leur avenir? Quel effet ces clichés ont sur ceux qui les regardent et particulièrement sur les plus jeunes? Quel effet elles peuvent avoir sur nous? Alors aujourd'hui, nous n'avons pas souhaité aborder cette thématique uniquement sous un angle juridique, mais lui conférer une véritable dimension sociétale parce que j'ai la conviction que la réponse doit avant tout venir de chacun d'entre nous, de la société aussi en général. Et on a voulu le faire ici, au sein de la Maison du Peuple, symbole de la démocratie française, parce que finalement, il s'agit de concilier deux impératifs démocratiques. La dignité des victimes, bien même peut-être aussi le respect de leur vie privée, et évidemment la liberté d'expression. Et je tiens d'ailleurs à remercier la présidente de l'Assemblée nationale qui n'a pas hésité une seule seconde quand on lui a demandé une salle de nous l'accorder, comprenant l'importance de ce sujet. Pour tout vous dire, j'ai pris vraiment la mesure de l'ampleur de ce sujet lorsque j'ai pris mes fonctions de déléguée interministérielle à l'aide aux victimes. Et ça s'est un petit peu imposé comme une évidence. Et au fur et à mesure des récits, j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Après presque chaque attentat ou événement tragique, à chaque événement tragique s'est retrouvé sous les feux des projecteurs, j'ai rencontré des victimes, des familles endeuillées, des proches qui ont témoigné de leur incompréhension, parfois de leur colère, mais aussi très souvent de leur souffrance. Une souffrance face à une médiatisation qu'ils n'ont pas toujours choisie et qui trop souvent leur échappe complètement. Alors les témoignages que vous avez entendus ce matin sont terribles, poignants, et ils illustrent parfaitement ça, mais je souhaiterais que vous ayez tous conscience que derrière ces témoignages, il y en a sans doute des centaines d'autres, des personnes qui ont choisi de garder le silence, et c'est leur droit. Parce que finalement, quand votre vie bascule dans la tragédie, comment est-ce qu'on peut affronter encore et encore les images du drame? Est-ce que tout ça, ça ne vous empêche pas finalement de faire le deuil, de surmonter aussi les traumatismes qui ont pu être vécus? Il y a finalement une sorte d'injonction à témoigner à visage découvert de la part de la société à l'égard des victimes, qui peuvent être, on l'a bien compris je pense ce matin, d'une terrible violence. On leur demande de répondre finalement à un besoin passionnel de la société d'illustrer des drames avec des images, bien même avec des visages. Et cela peut créer de la survictimisation. En d'autres termes, cela peut ajouter du malheur au drame. Alors évidemment, les témoignages et les images des victimes servent aussi à mobiliser l'opinion publique sur des sujets majeurs. Et on l'a dit, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la lutte contre les féminicides, le terrorisme, le narcotrafic, les violences routières et bien même la violence en général qui fait partie de la société. Il contribue aussi au travail de mémoire. Et je pense aux images parfois insoutenables de la Shoah, aux témoignages des survivants, qui sont aujourd'hui des outils indispensables pour lutter contre le négationnisme, également aussi aujourd'hui contre le complotisme, et qui nous permettent aussi de promouvoir les droits et les libertés fondamentales à une époque où elles sont plus que jamais en danger, ça a été rappelé tout à l'heure. Alors beaucoup de victimes ont fait le choix de s'exposer en témoignant, et nous leur devons beaucoup, et il faut rappeler aussi que beaucoup de ces victimes ont dû essuyer des critiques, parfois des menaces, parfois même des menaces de mort, mais elles l'ont fait pour défendre leurs valeurs et c'est leur choix. Mais cela doit rester leur choix, leurs mots et leur moment. Certains survivants des génocides ont attendu parfois des années, voire des décennies pour parler, parce que simplement ça leur était impossible
et ça a été rappelé. Et l'avancée de nos connaissances scientifiques, je remercie M. Bridet d'avoir rappelé le sujet du psychotrauma, fait qu'aujourd'hui on peut comprendre cela. Alors ne demandons pas aux victimes d'être courageuses, d'avoir le courage de témoigner. On dit souvent, elle a eu le courage de témoigner. Je crois que ce n'est pas qu'une question de courage. Et je trouve cette injonction assez injuste de leur demander d'être courageuses et de témoigner, parce que quand on doit faire face à un basculement de sa vie, chacun réagit différemment. Et il faut comprendre que certains ne peuvent pas témoigner et d'autres préfèrent le silence pour se recueillir, pour se retrouver et pour surmonter. C'est finalement, je pense, la société qui doit avoir le courage de s'emparer de ce sujet avec les valeurs démocratiques qui sont les siennes. Au nom de la solidarité, au nom de la fraternité, nous devons nous tenir aux côtés de ceux qui souffrent, de ceux qui sont impactés de plein fouet par ces drames. Et ça suppose de garantir, évidemment, le respect de leur dignité, de ceux de leurs proches décédés, mais également de leur vie privée. Alors lorsque nous voyons des féminicides, des attentats, des meurtres, des actes d'une grande violence, nous sentons tous concernés, on a tous envie de partager, de se sentir utile, de faire quelque chose. On le fait souvent sur les réseaux sociaux, parce que c'est finalement aujourd'hui un moyen d'expression qui permet à beaucoup plus de monde qu'avant de pouvoir s'exprimer. Et en soi, ça peut être quelque chose de positif. Mais je crois qu'il est dans ce cadre-là de notre responsabilité collective, mais également individuelle, de nous poser les bonnes questions. Lorsque nous publions, lorsque nous partageons une publication sur les réseaux sociaux, pourquoi le faisons-nous finalement ? Peut-être se poser cette question. On clique très vite, mais posons-nous ces questions. Pour informer, pour s'indigner. L'utilisation des images et des récits des victimes sert très souvent d'autres objectifs que cela. Et ça a été bien rappelé. Ce ne sont pas toujours la recherche de la vérité ou un témoignage d'empathie. Ces images répondent souvent à un besoin de buzz permanent, aux exigences d'une société qui prend rarement le temps du recul et de la nuance, et qui se fascine de plus en plus pour le sensationnel et parfois même pour la mort et la souffrance. Pour certains, le nombre de vues finalement sur Twitter, TikTok ou autre compte plus que le message lui-même. Et c'est sans doute ça qui doit nous inquiéter. Les images sont également utilisées pour alimenter des propagandes qui sont très dangereuses pour l'humanité et également pour nos démocraties. Je pense évidemment aux terroristes qui utilisent beaucoup d'images, qui en diffusent beaucoup. Je suis sûre que certaines personnes parfois ont partagé des images sans se poser la question d'où elles provenaient. C'est une question, je pense, aussi à se poser. Plus classiquement, et ça a été rappelé tout à l'heure, certains politiciens, certains militants politiques s'octroient le droit de poster des photos de victimes pour servir finalement leur quête de pouvoir, sans toujours demander l'autorisation des familles concernées. Cela a été dit, mais je le rappelle, c'est une sorte de confiscation de l'image des victimes qui ne partagent pas nécessairement leur cause. Et je crois que c'est aussi une violence supplémentaire de personnes décédées dont on ne connaît pas forcément les opinions politiques, dont nous n'avons pas forcément à les connaître, et pourtant ces personnes sont instrumentalisées. C'est d'autant plus grave quand il s'agit d'images d'enfants. Et puis, il faut le dire, et vous l'avez rappelé, Madame Mandreau, toutes les paroles ne se valent pas, et il n'est pas possible de mettre sur le même plan un travail journalistique dont l'objectif est de favoriser le débat public, le débat démocratique, en apportant des informations recueillies dans un cadre déontologique et celles d'un internaute lambda. Ce n'est pas le même travail. Informer est un métier et qui doit bénéficier évidemment d'une haute protection. Pour reprendre une expression que les juristes connaissent bien, pardonnez-moi, je suis à la base avocate, une expression reprise par la Cour européenne des droits de l'homme, les journalistes sont les chiens de garde de la démocratie. Et permettez-moi aussi de rappeler que les journalistes peuvent aussi être des victimes, et parfois même parce qu'ils exercent ce métier. Et évidemment, je pense à Charlie Hebdo, cet attentat terrible qui nous a rappelé, peut-être plus que tout autre événement, à quel point la liberté de la presse, dans un état de droit, est fondamentale et doit être défendue. Alors, ayant rappelé cet impératif, je crois qu'il faut que nous acceptions que tout ne peut pas être dit, tout ne peut pas être montré. Les images extrêmement violentes et indignes n'ont pas leur place dans l'espace public. Rien ne justifie de publier les images de meurtres, d'attentats sur lesquels apparaissent les victimes dans des postures de souffrance. Peut-être que certains se souviendront de la photo d'Ilan Halimi, qui à l'époque avait fait la une d'un magazine, qui n'était pas nécessairement qu'un magazine d'information, magazine qui a été condamné pour avoir justement porté atteinte à la dignité humaine et au sentiment d'affliction des familles.
Les images peuvent aussi avoir un impact sur ceux qui les regardent, et je pense notamment aux plus jeunes. Il y en a aujourd'hui. Je sais que beaucoup de journalistes sont très attentifs au choix des clichés et prennent en considération énormément cet impératif d'humanité. Toutefois, il en va bien différemment sur les réseaux sociaux, où il suffit finalement de quelques clics pour avoir accès à des images, et ça a été rappelé il y a quelques instants, à des images effroyables qui peuvent avoir aussi un effet potentiellement traumatique. Enfin, je pense que nous aurons résolu une partie du problème lorsque chacun d'entre nous s'interrogera sur l'impact que peuvent avoir nos publications sur les victimes et leurs proches, et également sans doute sur la société. Je vais citer Albert Camus, qui a écrit dans les périodes finalement les plus sombres de notre histoire. Il était journaliste, a expliqué qu'un journaliste ne publie rien qui puisse exciter la haine ou le désespoir. Et je trouve cette phrase assez éloquente aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux. Je pense qu'elle devrait trouver un écho auprès de chacun d'entre nous. Et je pense aussi qu'il y a des précautions à prendre lorsqu'on s'adresse à des victimes, et vous l'avez rappelé, M. Gantz. Rien ne justifie qu'un parent apprenne le décès de son enfant en regardant les informations. Rien ne justifie que la sœur d'une personne décédée lors des attentats du 7 octobre voit qu'on vend sur Internet des photos de l'enterrement de son frère. Rien ne justifie qu'un petit garçon découvre la photo de son père à la une d'un magazine qui a été assassiné certains temps auparavant, alors même que la mère de famille n'a pas été même prévenue. Imaginez la violence de se retrouver dans une scène de la vie quotidienne, de parfois essayer de reprendre une vie normale, et cette maman de devoir expliquer à un petit garçon très petit pourquoi la photo de son père se retrouve à la une d'un magazine avec une phrase que je ne reprendrai pas. Alors certains pessimistes diront que protéger les victimes, réguler les publications sur Internet est un combat sans fin, que dans une société de plus en plus individualiste, où la communication va très vite, où tout finalement va très vite, il est presque impossible de lutter contre ces images, ces contenus. Je pense finalement que nous avons quand même des raisons d'être optimistes, et vous voir aujourd'hui si nombreux, voir aussi des visages très jeunes, nous donne quelques raisons d'espérer. Et je sais également que le législateur s'est emparé de ces questions-là, notamment avec la création en 2003 de l'OFAC, l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, mais aussi les règlements européens relatifs aux contenus illicites et à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne. Mais évidemment, nous devons aller plus loin. Et vous m'avez demandé, Mme Mandreau, ce que la délégation peut faire. La délégation a beaucoup réfléchi, et comme à son habitude, la délégation a essayé de le faire avec les principaux concernés. Et nous allons continuer à le faire. Je crois d'abord qu'il faut améliorer l'accompagnement des victimes face à la médiatisation qui leur est très difficile à gérer. Et je remercie France Victime parce que pour beaucoup de situations, l'aide de France Victime a été très précieuse. Je pense évidemment à Arras, je pense également plus récemment à Crépol. Je pense aussi qu'il faut améliorer l'information des victimes, leur rappeler des choses très simples, qu'elles ont le droit de ne pas témoigner, qu'elles ont le droit de garder le silence, qu'elles ont le droit d'arrêter une interview lorsqu'elles le souhaitent, qu'elles ont le droit de ne pas être prises en photo. Bien d'autres droits, je ne les énumérerai pas, ils ont été rappelés aujourd'hui. Il faut également optimiser la veille et la détection sur les réseaux sociaux afin de permettre le retrait et le blocage effectif des sites qui diffusent des contenus non seulement terroristes, mais également haineux, ou encore qui portent atteinte à la dignité de la personne décédée et qui peuvent évidemment choquer les proches. Je pense qu'il pourrait être aussi intéressant de proposer aux étudiants journalistes, aux journalistes, de travailler ensemble à l'élaboration d'outils pour sensibiliser peut-être aux questions de psychotrauma, à la façon d'aborder une victime, à la compréhension de ce phénomène. Moi, j'ai échangé beaucoup avec des journalistes qui parfois ont envie de faire leur métier de la plus belle façon possible, mais qui parfois peut-être manquent d'outils. Peut-être que c'est des choses aussi que nous pouvons travailler. Tout ça pour vous dire en tout cas que la délégation restera mobilisée, qu'elle répondra à toutes les sollicitations qui permettraient d'améliorer ce sujet particulier de l'accompagnement des victimes face au traitement des images. Et puis je voudrais vous remercier également, Isabelle Mandreau, pour avoir accepté. C'est vrai, quand on voit le titre, on aurait pu se dire que ça pourrait être une remise en cause de la profession, et justement, je trouve qu'on a bien, en tout cas, trouvé l'équilibre à trouver entre liberté d'expression, aussi grâce à vous, et le respect de la dignité des victimes. Je vous remercie d'avoir accepté de prendre ce temps et de vous être impliqué dans cet événement. Et puis, pour terminer, je souhaiterais avoir une pensée particulière pour toutes les victimes. Et je ne citerai que quelques prénoms, et vous le comprendrez en lien avec cette conférence. Je souhaiterais dédier particulièrement cette conférence à Mélanie, Léo, Charline, Zahir et Dominique. Je pense que cette conférence, nous leur devons un peu, et nous la devons aussi à leurs proches et à toutes les victimes
qui ont connu ces difficultés. Je vous remercie enfin toutes et tous d'avoir répondu présent.